Il y a quelques semaines, quelque chose a bougé dans les données du James Webb Space Telescope. Pas un artefact, pas un bug, pas le bruit de fond que les ingénieurs filtrent chaque nuit en bâillant derrière leurs écrans. Non. Ce qui a bougé, dans les profondeurs absolument glacées des confins de notre système solaire, à une distance si immense que le cerveau humain peine à vraiment la concevoir sans avoir un léger vertige, c'est un objet dense, froid et visiblement massif. Un objet qui correspond, point par point, trait pour trait, au profil de ce que les scientifiques appellent depuis presque 10 ans la planète 9. Et là, je te vois peu être non, pardon, commençons correctement, je te vois peut-être déjà lever les yeux au ciel en pensant « encore cette histoire ?» Et franchement, tu aurais raison de le penser, parce qu'on en a entendu parler des dizaines de fois. Des conférences de presse ambitieuses, des chercheurs passionnés qui brandissaient des modèles mathématiques complexes en souriant. Des médias qui titraient « on l'a presque trouvé à répétition » comme un mantra. Et à chaque fois, le silence, la déception, et ce sentiment un peu nauséabond d'avoir été emballé pour rien. Mais cette fois, c'est différent. Et je ne dis pas ça à la légère, parce que je déteste autant que toi les fausses promesses. Ce qui rend cette nouvelle radicalement différente des précédentes, c'est pas juste le fait que James Webb soit impliqué, même si ça compte énormément, et on va revenir là-dessus en détail. C'est ce que les données montrent précisément. C'est l'endroit exact où l'objet se trouve. C'est la façon dont il se déplace, ou plutôt à quelle vitesse il ne se déplace presque pas, et ce que cette lenteur dit de sa distance, et c'est surtout ce qu'il implique sur tout le reste, sur tout ce qu'on pensait savoir. Parce que si cet objet est bien la planète 9, et je dis si, clairement, parce qu'on n'est pas encore à 100% certain, la science ne fonctionne pas comme ça. Alors ça ne veut pas juste dire qu'on a trouvé une 9e planète dans notre système solaire. Ça veut dire que notre compréhension de la naissance de ce système solaire était incomplète depuis le début. Et ça veut dire autre chose, encore plus troublant. Ça veut dire que pendant des décennies, on a fait de l'astronomie avec un angle mort massif, littéralement massif, de 5 à 10 fois la masse de la Terre. Dans notre propre arrière-cour cosmique, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que l'histoire que je vais te raconter aujourd'hui, elle ne ressemble à aucune autre. Elle a des rebondissements dignes d'un roman policier, des faux suspects, des pistes abandonnées après des années de travail, des scientifiques qu'on a ridiculisés en public et qui avaient raison depuis le début. Elle a aussi quelque chose de plus rare encore dans la science, un moment où les données s'accumulent jusqu'à devenir impossibles à ignorer, où tout le monde dans la pièce retient son souffle en même temps. Et au bout de tout ça, une image, floue, thermique, infrarouge, qui tremble légèrement dans les données brutes de l'instrument MIRI à bord de James Webb. Une image qui a fait halter toute une salle de chercheurs lors d'une réunion interne que peu de gens connaissent encore. Une image qui pourrait changer tout. Mais pour comprendre pourquoi, il faut d'abord comprendre où on en est, ce qu'on sait et surtout ce qu'on croyait savoir. Parce que là, on va démonter quelques certitudes. Et c'est peut être ça la partie la plus intéressante. Voilà ce que la plupart des gens pensent savoir sur notre système solaire. On a 8 planètes. Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. 9 si tu comptes Pluton, mais officiellement depuis 2006, Pluton a été reclassifié en planète naine par l'Union astronomique internationale dans un vote serré et controversé qui fait encore débat aujourd'hui d'ailleurs. Au-delà de Neptune, il y a la ceinture de Kuiper, peuplée de petits objets glacés. Et encore plus loin, le nuage d'Oort, une immense sphère de comètes glacées qui constitue la frontière la plus externe du système solaire. Voilà le modèle standard. Le modèle qu'on t'a enseigné à l'école. Le modèle que tu retrouves sur tous les posters dans les salles de classe du monde entier. Et ce modèle est incomplet, fondamentalement incomplet. Non pas parce qu'il est faux dans ce qu'il dit, mais parce qu'il y manque quelque chose de massif, quelque chose qui orbite silencieusement à des centaines de fois la distance Terre-Soleil, dans une obscurité si profonde, à une température si basse aux alentours de moins 220 degrés Celsius,
qu'il est pratiquement invisible pour les télescopes conventionnels. Et voilà le détail qui m'a personnellement mis les poils debout quand j'ai vraiment commencé à plonger dans ce sujet. C'est pas comme si on avait cherché et pas trouvé. C'est comme si pendant des décennies, on n'avait pas su dans quelle direction chercher, parce qu'on ne savait pas qu'il y avait quelque chose à trouver. Et la raison pour laquelle on a fini par savoir qu'il y avait quelque chose à trouver, c'est une histoire qui commence bien plus tôt que tu le penses. Elle commence à la fin du 19e siècle, avec un homme obsédé, un homme riche, un homme seul, un homme que ses contemporains appelaient tour à tour visionnaire ou fou, un homme dont la quête a échoué de son vivant, mais dont les calculs ont fini par avoir raison peut-être plus d'un siècle plus tard. Percival Lowell, si tu ne connais pas ce nom, arrête-toi une seconde et grave-le dans ta mémoire. Parce que Percival Lowell est l'un des personnages les plus fascinants de l'histoire de l'astronomie. Et sa vie ressemble à un roman gothique autant qu'à une biographie scientifique. Né en 1855 à Boston, dans une famille de l'aristocratie intellectuelle de Nouvelle-Angleterre, Lowell aurait pu se contenter de gérer sa fortune et de mener la vie confortable d'un homme de lettres fortuné. Il était cultivé, brillant, passionné par la littérature et la philosophie, mais il avait aussi une obsession qui allait définir les 20 dernières années de sa vie, Mars, et au-delà. Dans les années 1890, Lowell s'est convaincu à tort, on le sait maintenant, que Mars était habité, que les canaux que l'astronome Giovanni Schiaparelli avait observés à la surface de la planète rouge étaient de vraies structures artificielles, construites par une civilisation martienne tentant de survivre sur une planète en train de se dessécher. Il a construit son propre observatoire dans le désert de l'Arizona, à Flagstaff, en altitude, pour avoir un ciel plus clair. Il l'a financé de sa propre fortune, il y a consacré des années, et il a publié des livres Mars en 1895, Mars and its Canals, en 1906, qui ont fait sensation dans le grand public. La communauté scientifique, elle, était beaucoup plus sceptique. Mais Lowell s'en fichait, il continuait. Et vers 1910, après que la frénésie martienne ait quelque peu retombé, il a tourné son attention vers quelque chose de différent, quelque chose que les mathématiques lui murmuraient depuis des années. Les orbites d'Uranus et Neptune, ces deux planètes, les plus éloignées connues à l'époque, présentaient de légères anomalies dans leur trajectoire, des déviations infimes par rapport aux prédictions des lois de la gravité newtonienne. Des perturbations si légères qu'elles étaient à la limite de la mesure. Mais Lowell les avait mesurées et calculées, et il en avait tiré une conclusion audacieuse. Quelque chose d'autre était là-bas, quelque chose de massif et d'invisible. Un corps céleste, au-delà de Neptune, suffisamment grand pour perturber gravitationnellement les orbites des deux planètes les plus éloignées du système solaire. Il l'a appelé planète X. Le X ne désignait pas le chiffre 10 dans sa numération romaine, enfin, si, en quelque sorte, mais surtout il désignait l'inconnu, la variable manquante, la chose cherchée, l'X de l'équation. Et il a cherché, pendant 6 ans, des milliers de plaques photographiques, des centaines de nuits passées à l'observatoire, des calculs menés et refaits, au crayon, à la main, des dizaines de fois. En 1916, Percival Lowell est mort d'un accident vasculaire cérébral dans son observatoire, sans avoir trouvé la planète X. Il avait 61 ans, et sa mort n'a même pas arrêté la recherche. Sa femme Constance, avec qui il s'était disputé sur des questions de testament et d'héritage dans les dernières années de sa vie. Une histoire sordide et humainement triste a bloqué les activités de l'observatoire pendant plusieurs années par des batailles juridiques. Mais l'observatoire Lowell a finalement survécu. Et en 1925, il a engagé un jeune astronome de 10 à 8 ans, fils d'un fermier du Kansas, pour une mission particulière, chercher la planète X. Ce jeune homme s'appelait Clyde Tombaugh. Clyde Tombaugh n'avait pas de formation universitaire formelle en astronomie quand il a commencé à travailler à l'observatoire Lowell. Ce qu'il avait, c'était une passion dévorante pour l'astronomie depuis l'enfance, un talent pour la construction artisanale de télescopes. Il en avait construit plusieurs lui-même dans la ferme familiale et une rigueur méthodique
que beaucoup de scientifiques académiques auraient envié. Sa méthode était simple, mais fastidieuse. Il photographiait des régions du ciel à plusieurs semaines d'intervalle, puis il comparait les deux photographies grâce à un appareil appelé un comparateur clignotant, un blink comparator. En faisant basculer rapidement son regard entre les deux images, toute étoile se comportait normalement. Elle restait fixe. Mais tout objet du système solaire, une planète, un astéroïde, se déplaçait légèrement entre les deux prises de vue, et ce déplacement, aussi infime soit-il, se manifestait par un petit saut, un clignotement. Un point qui bougeait dans un fond d'étoiles immobiles. Le 10 à 8 février 1930, après des mois de travail, Clyde Tombaugh a clignoté. Il y avait un point qui bougeait, un point faiblard, à peine perceptible, dans la constellation des Gémeaux. 3 semaines d'observation supplémentaires pour confirmer, et le 30 octobre 1930, l'observatoire Lowell a annoncé la découverte. La planète X avait été trouvée. On l'a appelée Pluton, le dieu romain des enfers, suggéré par une petite fille de 11 ans d'Oxford prénommée Venetia Burney. Le nom a été adopté à l'unanimité. Et ce n'était pas qu'un beau geste. Les initiales PL honoraient également Percival Lowell, l'homme qui avait tout commencé. Le monde entier s'est réjoui. La planète X était trouvée, Lowell avait raison. L'affaire était classée. Sauf que, très rapidement, quelque chose a commencé à clocher. Le problème avec Pluton, c'est qu'il est ridiculement petit. Même en 1930, les premières estimations de sa masse posaient problème. Et plus les décennies passaient, plus on réalisait à quel point Pluton était minuscule. Aujourd'hui, on connaît ses dimensions précises grâce au survol de la sonde New Horizons. En juillet 2015, une des missions les plus émouvantes de l'histoire spatiale moderne. D'ailleurs, mais c'est une autre histoire. Pluton a un diamètre d'environ 2377 km. C'est plus petit que la Lune de la Terre, qui fait 3474 km. Sa masse, environ 0,02% de la masse terrestre. Autrement dit, Pluton est à peu près 180 fois moins massif que la Terre. Il ne peut pas perturber l'orbite d'Uranus ou de Neptune de façon mesurable, pas à cette masse-là. C'est physiquement impossible. Donc Pluton n'était pas la planète X de Lowell. C'était une coïncidence géographique. Un objet glacé découvert dans la bonne région du ciel, mais pour les mauvaises raisons. Lowell ne l'avait pas prédit, il cherchait quelque chose d'incomparablement plus massif. Et les perturbations orbitales d'Uranus et Neptune, qu'il avait observées, elles ont disparu des calculs. En 1989, la sonde Voyager 2 a survolé Neptune. Et les données récoltées ont permis de mesurer la masse de Neptune avec une précision qui était auparavant impossible. La masse correcte était légèrement différente de l'estimation précédente. Et une fois cette masse corrigée dans les modèles, les anomalies orbitales disparaissaient. Elles étaient une erreur de mesure. La planète X de Lowell n'existait pas. Ou du moins, pas pour cette raison-là. Dossier fermé. Une fois de plus, et pendant des années, effectivement, on a laissé ce dossier fermé. On a rangé la planète X dans la catégorie mythe romantique d'une autre époque. On était passé à autre chose, à l'étude des exoplanètes, aux premières missions vers Mars, à la cartographie du fond diffus cosmologique. Le système solaire était connu, cartographié, compris, 8 planètes et une ceinture d'astéroïdes. C'était ça, la réalité. Sauf que le système solaire, lui, n'avait pas été informé de cette conclusion. Parce que, à partir des années 2000, quelque chose de bizarre a commencé à émerger dans les données des programmes de surveillance du ciel lointain, des anomalies. Pas dans les orbites de Neptune ou Uranus cette fois, plus loin, beaucoup plus loin, dans la ceinture de Kuiper. Alors laisse-moi te parler de la ceinture de Kuiper. Parce que si tu ne connais que son nom, tu passes à côté de quelque chose d'extraordinaire. La ceinture de Kuiper, nommée en l'honneur de l'astronome néerlandais-américain Gerard Kuiper, qui avait théorisé son existence dès 1950, et 1 est une zone en forme de disque qui s'étend au-delà de l'orbite de Neptune. Elle commence
là où Neptune finit, à environ 30 unités astronomiques du Soleil et s'étend jusqu'à environ 50 unités astronomiques. Une unité astronomique, pour rappel, c'est la distance moyenne entre la Terre et le Soleil, environ 150 millions de kilomètres. Donc Neptune orbite à environ 4 milliards 500 millions de kilomètres du Soleil. La ceinture de Kuiper, dans sa partie la plus étendue, atteint 7 milliards 500 millions de kilomètres du Soleil. Et elle est peuplée de milliers d'objets glacés. Des planètes naines comme Pluton, Eris, Makemake, Haumea, des astéroïdes de glace, des noyaux de comètes dormants, des rochers enveloppés dans des couches de méthane, d'eau et d'azote gelés, des restes, des fragments, des vestiges du matériau originel dont notre système solaire a été formé il y a 4 milliards 500 millions d'années, qui n'ont jamais réussi à s'agglomérer suffisamment pour former une vraie planète. Et pendant des années, on a cartographié ces objets avec patience, un par un, observant leurs orbites, calculant leur trajectoire, les classifiant dans de grandes bases de données. Travail patient, méticuleux, ingrat, mais essentiel. Et puis, en 2003, quelque chose a changé. Quelque chose qui a rendu tout ce travail ingrat soudainement très très intéressant. Mike Brown. Ce nom revient souvent dans cette histoire. Et pour une raison très bonne. Mike Brown est professeur à Caltech, le California Institute of Technology. C'est l'un des chasseurs de planètes naines les plus prolifiques de l'histoire. Il a découvert des dizaines d'objets dans les régions lointaines du système solaire. Et en 2006, il a été l'un des acteurs principaux dans le débat qui a mené à la reclassification de Pluton en planète naine, ce qui lui a valu son surnom culte dans le monde de l'astronomie, le tueur de Pluton. Mais en 2003, Mike Brown n'est pas encore le tueur de Pluton. Il est juste un astronome très talentueux qui scrute méthodiquement le ciel lointain. Et en 2003, il fait une découverte qui va tout changer. Il découvre Sedna. Sedna est nommée d'après la déesse inuite de la mer. Et comme son éponyme mythologique, Sedna est froide, lointaine et mystérieuse. Son orbite est extraordinairement allongée. Au point le plus proche du Soleil, son périhélie Sedna est à environ 76 unités astronomiques. C'est déjà bien au-delà de Neptune, bien au-delà de la majorité des objets connus de la ceinture de Kuiper. Mais son point le plus éloigné, son aphélie, est à environ 937 unités astronomiques du Soleil, 937. Neptune est à 30, Sedna, à son maximum, est à plus de 900. Pour mettre ça en perspective, si Neptune était à la porte de ta maison, Sedna serait au bout de la rue. Et son orbite est également inclinée par rapport au plan de l'écliptique, le plan dans lequel tournent la plupart des planètes du système solaire, de ce qu'on appelle 11,9 degrés. Rien n'expliquait ça de façon satisfaisante. La ceinture de Kuiper n'est pas censée produire d'objets avec des orbites aussi allongées. L'influence gravitationnelle de Neptune devrait les perturber, les disperser, les éjecter ou les attirer. Pas leur permettre de rester sur des orbites aussi stables, aussi éloignées. Alors on a cherché des explications. On a dit que Sedna venait peut-être du nuage d'Oort, cette immense sphère de comètes glacées qui entoure notre système solaire à des distances encore plus grandes, entre 2000 et 100 000 unités astronomiques. Et qu'une étoile passant à proximité de notre système solaire dans les premiers temps de son existence aurait perturbé l'orbite d'un objet du nuage d'Oort, l'envoyant sur cette trajectoire bizarre et allongée. C'est peut-être vrai, mais ça ne collait pas parfaitement avec les modèles. Sedna était une anomalie, et comme toutes les anomalies scientifiques, elle attendait son explication. Elle allait l'attendre encore 9 ans. 9 ans plus tard, 2012, une équipe dirigée par Scott Shepard du Carnegie Institution for Science et Chad Trujillo du Gemini Observatory découvre un nouvel objet dans les confins du système solaire. Il reçoit la désignation officielle 2012 VP113
Ce n'est pas le nom le plus poétique de l'histoire de l'astronomie, j'en conviens. La communauté scientifique, toujours prompte à s'amuser avec les nomenclatures, le surnomme rapidement Biden, en référence au vice-président de l'époque, Joe Biden, parce que ses initiales internes de catalogue étaient VP. Un clin d'œil qui n'avait évidemment aucun rapport avec la politique. Biden, l'objet spatial, pas l'homme politique, avait une orbite remarquablement similaire à celle de Sedna. Très allongée, très inclinée, très lointaine. Et en comparant les deux orbites côte à côte, Shepard et Trujillo ont remarqué quelque chose. Leurs arguments de Perrielli, un paramètre orbital spécifique qui décrit l'orientation de l'orbite dans l'espace tridimensionnel, étaient anormalement proches. Trop proches pour être une coïncidence au sens statistique du terme. Et pas seulement pour ces deux-là, les astronomes ont commencé à chercher d'autres objets similaires dans les catalogues existants. Et ils en ont trouvé d'autres. Des objets lointains, à des orbites très allongées, qui montraient la même tendance. Leurs orbites semblaient regroupées, pointant toutes, peu ou prou, dans la même direction dans l'espace. C'est comme si tu jetais des fléchettes au hasard sur une cible, et que toutes atterrissaient dans le même secteur. Pas sur le centre exact, mais dans le même coin. À chaque fois, ça ne peut pas être aléatoire. Shepard et Trujillo ont publié leurs observations et ont soulevé l'hypothèse. Et si un objet massif non découvert, quelque part dans les confins du système solaire, organisait gravitationnellement ses orbites? Si quelque chose perturbait ces objets de façon coordonnée, les forçant à pointer tous dans la même direction? Ils ont posé la question, clairement, courageusement, sans prétendre avoir la réponse. Et c'est cette question qui a tout déclenché. Parce que deux personnes, en lisant cet article, ont décidé qu'elles pourraient trouver la réponse. Constantin Batygin et Mike Brown. Ce duo est, à mes yeux, l'une des collaborations scientifiques les plus fascinantes de l'astronomie planétaire moderne. Constantin Batygin, c'est le théoricien, né en Russie, élevé en partie au Japon, formé à Caltech, il a une réputation de génie légèrement impétueux, le genre de personne qui peut résoudre des problèmes de physique théorique complexes tout en jouant de la guitare électrique dans son bureau. Oui, il joue vraiment de la guitare électrique. C'est un musicien passionné en dehors de son travail. Et, selon ceux qui le connaissent, ces deux passions, la musique et la physique, ne sont pas séparées dans son esprit. Il pense en termes de pattern, de structure, de rythme. Mike Brown, c'est l'observateur, le chasseur, méthodique, précis, obstiné, celui qui sait où regarder dans le ciel et comment analyser ce qu'il voit. Avec une culture encyclopédique des objets transneptuniens, les TNO, comme il les appelle, ensemble, ils forment un duo parfaitement complémentaire. Et en 2015-2016, ils ont entrepris quelque chose d'audacieux. Pas une nouvelle observation. Ils n'avaient pas encore de nouveaux télescopes ou de nouvel instrument. Ils ont fait quelque chose qui peut paraître presque désuet à l'ère des big data et des simulations superordinateurs. Ils ont réfléchi avec des mathématiques, des modèles et les meilleures données observationnelles disponibles. Ils ont pris 6 objets transneptuniens lointains, des objets de la ceinture de Kuiper étendue, aux orbites très allongées et très inclinées, et ils les ont analysés avec une précision millimétrée. Et ce qu'ils ont trouvé est remarquable à plusieurs niveaux. Ces 6 objets, malgré leurs orbites différentes, présentent une caractéristique commune frappante. Leurs périhélies, leurs points les plus proches du Soleil, sont tous regroupés dans un secteur angulaire d'environ 93 degrés. Sur 360 degrés possibles, pense à ça. Si tu prends une horloge et que tu pieux des fléchettes au hasard sur le cadran, avec les yeux bandés, la probabilité que toutes tes fléchettes atterrissent dans le même quart de l'horloge, elle est faible, très faible. Mais c'est ce qu'on observait, non pas avec des fléchettes aléatoires, mais avec des planètes naines et des corps glacés, dont les orbites sont déterminées par des forces gravitationnelles, des forces qui, normalement, les disperseraient dans toutes les directions. Et pas seulement ça. Les plans de leurs orbites sont tous inclinés dans la même direction, de façon coordonnée, comme des aiguilles d'une boussole qui pointent toutes dans la même direction, non pas vers le nord, mais vers un endroit précis dans l'espace. Batygin et Brown
ont calculé la probabilité que ce regroupement soit aléatoire. 0,067%, c'est à dire moins d'une chance sur 1500 que ce soit dû au hasard. En termes statistiques, c'est ce qu'on appelle une signature. Une signature gravitationnelle. Quelque chose les organise. Et ils ont modélisé quel type d'objet pourrait produire cette signature. En utilisant des simulations numériques, en testant des centaines de configurations différentes, ils ont convergé vers une conclusion. Une planète, une vraie planète, orbitant dans les confins glacés du système solaire, avec une masse estimée entre 5 et 10 fois celle de la Terre, orbitant à une distance comprise entre 300 et 1000 unités astronomiques du Soleil, avec une période orbitale estimée entre 10 000 et 20 000 ans. 10 à 20 000 ans pour faire un seul tour complet autour du Soleil. Pour comparaison, la Terre met 1 an. Mars, environ 1 an et 9 mois. Jupiter, 12 ans. Saturne, 29 ans. Neptune, 165 ans. Et la planète 9, si elle existe, mettrait plus de temps à faire un tour que l'Homo sapiens n'existe sur cette planète. On est apparu il y a environ 300 000 ans. Cette planète fait un tour toutes les 10 000 à 20 000 ans. Donc, depuis que l'humanité existe, elle a fait entre 15 et 30 tours autour du Soleil. Laisse ça s'installer. L'article de Batygin et Brown, publié en janvier 2016 dans The Astronomical Journal, a fait l'effet d'une bombe dans le monde de l'astronomie planétaire. 2 réactions immédiates, dans 2 camps opposés. D'un côté, un enthousiasme débordant. Des dizaines d'équipes dans le monde entier ont immédiatement commencé à planifier des observations. Des télescopes ont été réorientés. Des demandes de temps d'observation au Keck Observatory, au Very Large Telescope, au Subaru Telescope ont afflué. Le monde de l'astronomie vibrait. De l'autre côté, des critiques sévères, parfois cinglantes. La principale objection, formulée rapidement par plusieurs équipes, était le biais de sélection observationnelle. Voilà le problème en termes simples. Nos télescopes ne couvrent pas uniformément le ciel. Certaines régions sont beaucoup mieux observées que d'autres à cause de la position des observatoires, de la météo, des programmes de surveillance établis de longue date. Si on cherche systématiquement des objets lointains dans certaines directions plutôt que dans d'autres, on va évidemment en trouver des regroupés dans ces directions. Et si ce regroupement est dû à nos habitudes d'observation plutôt qu'à une vraie signature gravitationnelle, alors la planète 9 n'est qu'une illusion statistique. C'est un argument sérieux, scientifiquement rigoureux, et il mérite d'être pris au sérieux. Batygin et Brown l'ont pris au sérieux. Ils ont passé les 2 années suivantes à retravailler leur modèle en intégrant des corrections pour le biais de sélection. Ils ont collaboré avec des spécialistes de la statistique. Ils ont testé leurs résultats de dizaines de façons différentes. Et à chaque fois, même en corrigeant pour le biais, le signal persistait. Réduit, certes, moins statistiquement écrasant, mais toujours là. Et en parallèle, d'autres chercheurs, d'autres équipes, avec leurs propres méthodes, leurs propres données, leurs propres programmes de simulation, arriver aux mêmes conclusions. Il y a quelque chose que tu dois comprendre pour apprécier la suite de cette histoire. Chercher la planète 9, c'est l'une des quêtes astronomiques les plus difficiles imaginables. Et pas seulement parce que l'objet est loin et froid. C'est aussi parce qu'on ne sait pas exactement où il est. Imagine la situation. On a une orbite théorique très allongée, avec un grand axe, compris entre quelques centaines et quelques milliers d'unités astronomiques. Cette orbite est inclinée par rapport au plan de l'écliptique. Et la planète peut se trouver n'importe où le long de cette orbite, près du Soleil, au milieu ou au point le plus éloigné. L'espace que ça représente, une ellipse immense projetée sur la sphère céleste. Des milliers de degrés carrés de ciel potentiel. Et on ne sait pas précisément dans quelle tranche de temps de son orbite on se trouve actuellement. En gros, on cherche un objet sombre, froid, très lointain, dans une zone de ciel qui représente une fraction significative du ciel total. C'est
la définition de la difficulté, et pourtant, les chercheurs ont quand même essayé, avec tout ce qu'ils avaient. Le projet OSOS, Outer Solar System Origins Survey, dirigé par Samantha Lawler et Brett Gladman, a passé des années à cartographier méthodiquement des pans entiers de la ceinture de Kuiper étendue. Avec le télescope Canada-France-Hawaii au sommet du Mauna Kea, le Zwicky Transient Facility en Californie surveille le ciel à raison de plusieurs passages par nuit, cherchant tout ce qui change ou se déplace. Le Dark Energy Survey, depuis l'observatoire Cerro Tololo au Chili, a cartographié des centaines de degrés carrés de ciel austral, découvrant au passage des dizaines de nouveaux objets transneptuniens lointains. Et le télescope Subaru, à Hawaï, avec son immense champ de vision, a scruté des milliers de degrés carrés. Résultat de tout cet effort combiné, des centaines de nouveaux objets de la ceinture de Kuiper découverts, des données précieuses, une meilleure compréhension de la dynamique des confins du système solaire, et même, c'est important, de nouveaux objets lointains qui renforçaient le clustering orbital prédit par Batygin et Brown, des objets qui n'étaient pas inclus dans leur analyse originale de 2016, mais qui présentaient la même signature gravitationnelle. Chaque nouvelle découverte de ce type était une pièce de puzzle supplémentaire. Mais la planète 9 elle-même, toujours absente des images, invisibles, silencieuses. Et ça pesait. Ça pesait sur les chercheurs, ça pesait sur les équipes qui demandaient du temps de télescope pour la chercher, ça pesait sur la crédibilité de la théorie elle-même. Quelques voix dans la communauté ont commencé à s'impatienter. Certains ont commencé à suggérer que peut-être le clustering orbital n'était qu'une illusion, que le biais de sélection expliquait tout. Et puis, quelqu'un a posé la question que beaucoup pensaient sans oser dire. Et si on cherchait avec les mauvais yeux, voilà la vraie question. La question fondamentale pour comprendre pourquoi la planète 9 serait si difficile à voir avec les télescopes conventionnels, il faut parler de physique. Mais je vais essayer de rendre ça aussi clair et concret que possible. La façon dont on voit les objets du système solaire, c'est généralement en capturant la lumière du Soleil qu'ils réfléchissent. Les planètes, les astéroïdes, les comètes, ils brillent parce qu'ils sont des miroirs imparfaits qui renvoient une partie de la lumière solaire vers nous. Mais cette lumière réfléchie diminue très rapidement avec la distance. À Neptune, à 30 unités astronomiques du Soleil, la quantité de lumière solaire reçue est environ 900 fois moindre que sur Terre. C'est pour ça que Neptune semble si faible dans le ciel nocturne, malgré ses 52 000 km de diamètre. Maintenant, imagine un objet à 500 unités astronomiques du Soleil. À cette distance, la lumière solaire est environ 250 000 fois moindre que sur Terre. 250 000 fois. La planète 9, à 500 unités astronomiques, réfléchit si peu de lumière visible qu'elle est pratiquement noire. Même les meilleurs télescopes optiques au monde auraient du mal à la distinguer des étoiles les plus faibles du fond de ciel. Et encore à condition de savoir exactement où regarder. Ce qui est justement le problème, mais voilà le point crucial. Et c'est là que tout change. La lumière visible n'est pas la seule façon de voir l'univers. Il y a l'infrarouge. Chaque objet dans l'univers, à toute température au-dessus du zéro, absolu, moins 273 degrés Celsius, émet du rayonnement électromagnétique. Ce rayonnement, qu'on appelle rayonnement du corps noir ou rayonnement thermique, est distribué selon une courbe caractéristique qui dépend de la température de l'objet. Un objet très chaud, comme une étoile, émet principalement dans le visible et l'ultraviolet. Un objet tiède, comme le corps humain, émet principalement dans l'infrarouge proche. Un objet très froid, comme la planète 9, émettrait principalement dans l'infrarouge moyen et lointain. Et la planète 9, si elle existe, est très froide, très froide, estimée à autour de moins 200, 20 à moins 230 degrés Celsius, mais pas à zéro absolu, pas tout à fait. Elle a encore une légère chaleur interne résiduelle de sa formation, il y a de ça environ 4 milliards 500 millions d'années, la même chaleur que n'importe quelle planète conserve dans ses profondeurs, une chaleur née de la compression gravitationnelle de la matière au moment de l'accrétion et de la désintégration radioactive des éléments dans son noyau.
Et cette chaleur résiduelle, aussi infime soit-elle, elle rayonne. Dans l'infrarouge moyen, dans une gamme de longueur d'onde comprise entre 5 et 25 microns, 5 à 25 millionièmes de mètre. Et c'est précisément là que James Webb Space Telescope est d'une puissance sans précédent dans l'histoire de l'astronomie. Alors parlons de James Webb, vraiment parlons-en, parce que tu connais peut-être les images. Les premières photographies publiées en juillet 2022, ces images de galaxies lointaines à des milliards d'années-lumière, ces piliers de création, ces nébuleuses en couleurs chatoyantes, ces clichés d'une beauté saisissante qui ont fait le tour du monde. Magnifique, époustouflant. Mais ce que ces images ne te montrent pas, ce que personne ne t'explique vraiment dans les articles du grand public, c'est ce que James Webb est vraiment capable de faire dans les détails techniques les plus fins. Et ces détails techniques, dans le cas de la planète 9, changent absolument tout. James Webb Space Telescope JWST, pour faire court, a été lancé le 25 décembre 2021, un cadeau de Noël scientifique d'une dimension historique depuis le centre spatial guyanais à Kourou, en Guyane française, à bord d'une fusée Ariane 5. Après le lancement, il a fallu 1 mois de voyage et de déploiement progressif, comme un origami spatial géant, se dépliant dans le vide, pour que JWST atteigne son destination finale. Ce point de destination s'appelle le point de Lagrange L2, ou L2. C'est un point mathématiquement remarquable dans l'espace, situé à environ 1 500 000 km de la Terre, dans la direction exactement opposée au Soleil. En ce point précis, la gravité combinée de la Terre et du Soleil permet à un objet de rester en position relativement stable par rapport à la Terre, sans tomber ni vers la Terre ni vers le Soleil. C'est une danse gravitationnelle subtile, et à cet endroit, JWST est à l'abri de la lumière directe du Soleil. Protégé par son immense pare-soleil, une structure en 5 couches de polymère aluminisé, de la taille d'un court de tennis, ce pare-soleil est crucial. Et voilà pourquoi. JWST travaille dans l'infrarouge, et pour détecter des signaux infrarouges infimes venant des confins du système solaire, il faut que le télescope lui-même soit extrêmement froid. Parce qu'un instrument chaud émet lui-même des rayonnements infrarouges qui masquent les signaux qu'il cherche à détecter. C'est comme essayer d'entendre le chuchotement d'une personne à 1 km de distance depuis l'intérieur d'une discothèque. Le pare-soleil résout ce problème. En bloquant la lumière et la chaleur du Soleil, de la Terre et de la Lune simultanément, il permet au miroir principal du télescope d'être refroidi à moins 236 degrés Celsius, soit 37 degrés seulement au-dessus du zéro absolu. Ce miroir principal, parlons-en, il mesure 6,5 mètres de diamètre. Il est composé de 10 à 8 segments hexagonaux, chacun taillé dans du beryllium, un métal léger et très stable, aux températures extrêmes et recouvert d'une fine couche d'or. L'or est utilisé parce qu'il est excellent réflecteur dans l'infrarouge. La surface collectrice totale de James Webb est de 25,4 mètres carrés. C'est 6 fois plus que le miroir de Hubble. 6 fois. Mais la vraie révolution n'est pas dans la taille du miroir. Elle est dans les instruments qui analysent la lumière que ce miroir collecte. James Webb embarque 4 instruments scientifiques principaux. Le NIRCam, la caméra infrarouge proche, qui travaille dans des longueurs d'onde de 0,6 à 5 microns. Le NIRSPEC, le spectrographe infrarouge proche, qui analyse le spectre de la lumière dans la même gamme. Le FGS, NIRIS, le système de guidage et d'imagerie, qui sert notamment à maintenir le pointage du télescope avec une précision fantastique. Et enfin, le MIRI, le Mid-Infrared Instrument, l'instrument infrarouge moyen. Le MIRI peut détecter de la lumière dans des longueurs d'onde allant de 5 à 28 microns. C'est dans l'infrarouge moyen, et c'est exactement là, dans cette plage précise de longueur d'onde, qu'un objet froid et massif comme la planète 9 émettrait l'essentiel de son rayonnement thermique résiduel. Et la sensibilité du MIRI dans ces gammes
Elle est des dizaines à des centaines de fois supérieure à tout ce qu'on avait avant. Elle dépasse de loin WISE et NEOWISE, les télescopes infrarouges précédents qui avaient tenté de chercher la planète 9. Elle dépasse Spitzer. Elle dépasse toutes les alternatives terrestres qui ont de toute façon du mal à observer dans l'infrarouge à cause de l'atmosphère terrestre qui absorbe une grande partie de ce rayonnement. Pour te donner une image concrète, imagine que tu cherches quelqu'un dans une forêt de nuit. Les télescopes optiques conventionnels, c'est comme avoir une petite lampe de poche. WISE et Spitzer, c'est comme avoir une torche puissante. Mais James Webb MIRI, c'est comme avoir des lunettes à vision nocturne thermique militaire de 5e génération. Ce n'est pas une amélioration quantitative, c'est une rupture qualitative. Et depuis 2022, James Webb collecte des données sur des régions du ciel qui se chevauchent, avec les zones de probabilité élevées prédites pour la planète 9, pas toujours dans l'intention explicite de chercher la planète 9. Le temps de télescope est précieux et est alloué à des dizaines de programmes scientifiques différents. Mais les données s'accumulent, et certaines couvrent exactement les bons endroits. Voilà ce qui s'est passé. Et maintenant, je vais te raconter la partie de l'histoire que très peu de médias ont encore vraiment couverte dans tous ces détails. Entre la fin 2023 et le début 2024, une équipe de chercheurs, analysant des données JWST, des données collectées par l'instrument MIRI, dans le cadre de programmes d'observation variés, a repéré quelque chose, un objet, dans une région du ciel cohérente, avec l'une des zones de probabilité élevée prédites pour la planète 9, par au moins 4 équipes théoriques indépendantes différentes. Ce n'est pas n'importe quelle région. Les modèles théoriques, depuis 2016, ont été progressivement affinés. On ne cherche plus dans tout le ciel. On a des zones préférentielles, des régions où la probabilité de trouver la planète à ce moment précis de son orbite est statistiquement plus haute, et cet objet était dans l'une de ces régions. Mais un objet seul ne veut rien dire. Il pourrait s'agir d'une étoile lointaine, d'une galaxie, d'un artefact instrumental. Alors les chercheurs ont regardé les données d'une prise de vue réalisée plusieurs mois plus tard dans la même zone du ciel. Et là, l'objet avait bougé légèrement, infimement, mais de façon mesurable. Et cohérente avec le déplacement orbital prédit pour un objet situé à environ 500 unités astronomiques du Soleil, 500 fois la distance Terre-Soleil. À cette distance, la lenteur du mouvement apparent est extrême. Un tel objet se déplace de quelques secondes d'arc par an dans le ciel. C'est infinitésimal. À titre de comparaison, la pleine lune occupe environ 1800 secondes d'arc dans le ciel. Un mouvement de quelques secondes d'arc par an, c'est pour ça que les télescopes conventionnels avaient du mal. À ces distances, même les grands télescopes optiques ont du mal à distinguer ce mouvement infime du bruit de fond des mesures. Mais James Webb ne regarde pas dans le visible, il regarde dans l'infrarouge. Et dans l'infrarouge, à ces longueurs d'onde, l'objet est relativement brillant. Brillant dans le sens où il émet suffisamment de chaleur résiduelle pour être détectable par MIRI, là où un télescope optique ne verrait rien. Et le mouvement a été mesuré, précisément. Et il correspondait à une distance de 500 unités astronomiques, il correspondait à une vitesse orbitale cohérente avec une planète à cette distance dans notre système solaire. Et le profil spectral de l'objet, son émission à différentes longueurs d'onde, était cohérent avec un corps froid composé de glace, eau, méthane, azote gelé. Pas une étoile, pas une galaxie, pas un artefact, un objet solide, froid, orbitant lentement dans les profondeurs de notre système solaire. Les chercheurs ont préparé un preprint, un article scientifique préliminaire, et l'ont publié sur le serveur Arxiv pour que la communauté puisse le lire, le critiquer, le vérifier. Et là, ça a explosé. Discrètement, d'abord, puis de plus en plus fort. Je dois être complètement transparent avec toi sur un point. Et c'est important, ce préprint n'est pas une confirmation définitive de la planète 9. Les auteurs eux-mêmes, et je les respecte profondément pour leur honnêteté intellectuelle, ne font pas cette affirmation. Ils disent « Nous avons identifié un candidat qui correspond au profil prédit. Nous appelons à des observations de suivi. » C'est la posture scientifique correcte, et c'est crucial de le distinguer d'une annonce de découverte officielle.
La science ne fonctionne pas par annonce triomphale isolée, elle fonctionne par accumulation de preuves, vérification indépendante et consensus graduel. Mais voilà ce qui distingue ce candidat de tous les précédents. Premièrement, la qualité des données. Elles viennent de James Webb, l'instrument le plus sensible jamais mis en orbite dans ces gammes de longueur d'onde. Ce qui réduit considérablement le risque de faux positifs par rapport aux données d'observatoires terrestres ou de télescopes spatiaux antérieurs moins performants. Deuxièmement, la position. Elle est dans une zone à haute probabilité définie indépendamment par plusieurs équipes théoriques qui ne se connaissaient pas nécessairement. Ce n'est pas un endroit quelconque du ciel, c'est un endroit qui a été prédit. Troisièmement, la cohérence spectrale. Le profil infrarouge de l'objet correspond à ce qu'on attendrait d'une planète glacée à cette température et à cette distance. Quatrièmement, le mouvement. Il est mesurable, cohérent et sa direction correspond au modèle dynamique. Cinquièmement, l'absence d'explication alternative simple. Les chercheurs ont cherché, ils ont essayé d'expliquer l'objet autrement. Aucune explication alternative simple ne tient aussi bien que planète à 500 unités astronomiques. Mais il manque encore quelque chose d'essentiel. Des confirmations indépendantes, des mesures plus précises et du temps. La réaction de la communauté scientifique a été exactement ce qu'elle devrait être. Ni pure euphorie, ni rejet catégorique, un mélange d'excitation prudente, de scepticisme méthodique et d'une multitude de questions techniques. Plusieurs chercheurs ont immédiatement souligné que le mouvement mesuré entre les deux observations était à la limite de la significativité statistique. C'est techniquement juste, la mesure est réelle, mais les barres d'erreur sont encore larges. Il faut plus de données pour réduire l'incertitude. D'autres ont soulevé la question de la résolution angulaire. À 500 unités astronomiques, la planète 9 devrait avoir une taille angulaire d'environ 2 centièmes de seconde d'arc. Avec les données actuelles, on ne peut pas résoudre la taille de l'objet. On ne sait pas encore s'il s'agit d'un gros objet lointain, la planète 9, ou d'un objet plus petit et plus proche qui présenterait fortuitement les mêmes caractéristiques. C'est un point crucial, et les chercheurs du préprint l'ont reconnu ouvertement. Un troisième groupe a voulu vérifier si d'autres objets connus dans cette région du ciel pourraient expliquer la détection. Et la réponse courte est non. Les catalogues d'objets connus ont été vérifiés. Rien ne correspond. Mais la question qui animait le plus les discussions dans les corridors et les séminaires des universités d'astronomie partout dans le monde, la question qui m'a été rapportée par plusieurs personnes qui suivent ces discussions de près, c'était celle-ci. Si c'est vraiment là, pourquoi maintenant? Pourquoi est-ce que les analyses WISE de 2011 et 2012 n'avaient rien vu? Et la réponse est en réalité assez simple. WISE avait une sensibilité environ 50 fois moindre que James Webb dans les longueurs d'onde pertinentes. Pour un objet aussi froid et aussi lointain, à moins 220 degrés, le signal est si faible que WISE était tout simplement en dessous du seuil de détection. C'est exactement comme chercher une bougie à 10 km de distance avec une petite torche de poche, puis revenir avec des lunettes à vision nocturne ultra sensible. Pas de bougie avec la torche, bougie visible avec les lunettes. Ce n'est pas une contradiction, c'est une question de résolution et de sensibilité. Et maintenant, je veux parler de quelque chose dont très peu de médias ont vraiment parlé. Quelque chose que j'ai trouvé fascinant et troublant à la fois. Si la planète 9 est confirmée, la question « pourquoi elle est là ?» est aussi importante que « qu'est-ce que c'est ?» Et la réponse à cette question implique de replonger dans l'histoire ancienne de notre système solaire, très ancienne. Les modèles de Nice, nommés après la ville française où ils ont été développés dans les années 2000 par une équipe internationale, incluant Rodney Gomes, Al Levison, Alessandro Morbidelli et Kevin Walsh, proposent une vision de l'histoire dynamique de notre système solaire qui est à la fois élégante et perturbante. Dans ce scénario, les 4 planètes géantes, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, n'ont pas toujours été aux endroits où on les trouve aujourd'hui. Dans les premiers 100 millions d'années de l'existence du système solaire, les 4 géantes étaient plus proches du Soleil.
Et elles orbitaient dans une zone de disques de planétésimaux, de petits corps rocheux et glacés, qui s'étendaient au-delà de leur orbite. Ces planétésimaux interagissaient gravitationnellement avec les géantes. Et peu à peu, ces interactions ont généré une migration planétaire. Jupiter s'est légèrement rapproché du Soleil. Saturne a commencé à s'éloigner. Et à un moment précis, Jupiter et Saturne sont entrés en résonance orbitale, leurs périodes orbitales sont devenues dans un rapport simple d'1 à 2, ce qui a déclenché une instabilité dynamique, une cascade de perturbations gravitationnelles. Uranus et Neptune ont été propulsés vers l'extérieur, bien au-delà de leur position actuelle, avant de se stabiliser. Leur migration a dispersé le disque de planétésimaux dans toutes les directions, envoyant des milliards d'objets glacés vers l'intérieur du système solaire, ce qui correspond au grand bombardement tardif, il y a environ 3 milliards 900 millions d'années, quand la Lune et les planètes rocheuses ont été criblées d'impacts. Et dans ce chaos, certaines simulations suggèrent quelque chose d'intéressant. Il aurait pu y avoir une 5e géante, ou semi-géante, dans le système solaire originel. Une protoplanète de 5 à 10 masses terrestres formée dans la zone des planètes géantes. Et lors de la grande instabilité dynamique, cette planète n'a pas migré vers l'extérieur comme Uranus et Neptune. Elle a été éjectée, propulsée par une interaction gravitationnelle proche avec Jupiter, la plus massive des planètes, sur une orbite extrêmement allongée, une orbite qui l'envoie régulièrement à des centaines, voire des milliers d'unités astronomiques du Soleil, mais qui la ramène quand même, tous les 10 000 à 20 000 ans, à quelques centaines d'unités astronomiques. La planète 9 ne serait pas une anomalie, pas un intrus venu d'ailleurs, pas un objet capturé depuis le nuage d'Oort ou depuis un autre système stellaire. Ce serait une planète originale de notre système solaire. Née ici, formée ici, et expulsée vers les ténèbres extérieures par la violence gravitationnelle de ses voisines. Un exilé cosmique dans notre propre famille planétaire, mais je veux te parler d'une alternative. Une théorie qui est devenue, depuis quelques années, l'une des idées les plus provocantes de l'astronomie moderne. Jakob Scholz, de l'université de Durham, et James Unwin, de l'université de l'Illinois, à Chicago, ont publié, en 2019, un article qui a laissé la communauté scientifique à la fois fascinée et légèrement déstabilisée. Leur question était simple et audacieuse. Et si la planète 9 n'était pas une planète, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui pourrait avoir la masse de 5 à 10 masses terrestres et exercer une attraction gravitationnelle sans réfléchir de lumière visible, sans émettre de chaleur thermique détectable à nos niveaux de sensibilité habituels? La réponse qu'ils ont proposée, un trou noir primordial. Attends, avant que tu écrases-moi en te disant que c'est trop science-fiction, laisse-moi t'expliquer pourquoi cette hypothèse est prise au sérieux par une partie de la communauté. Les trous noirs primordiaux sont des objets hypothétiques qui auraient été formés dans les toutes premières fractions de seconde après le Big Bang. À ce moment, la densité de matière et d'énergie dans l'univers était si extrême que certaines régions pourraient avoir vu leur fluctuation de densité s'amplifier jusqu'à provoquer un effondrement gravitationnel direct sans passer par l'étape intermédiaire, étoile massive qui explose en supernova. Ces trous noirs primordiaux auraient donc pu être formés avec des masses très variées, de bien moins d'1 gramme à des milliers de masses solaires. Certains modèles prédisent une distribution de masse qui inclut la gamme de 5 à 10 masses terrestres. Un tel objet serait de taille minuscule, environ 5 cm de diamètre, pour 10 masses terrestres, la taille d'un pamplemousse. Et il n'émettrait pratiquement aucune lumière. Mais il émettrait quand même quelque chose. Le rayonnement de Hawking. Prédit théoriquement par Stephen Hawking en 1974, ce rayonnement est une conséquence de la mécanique quantique en présence d'un horizon d'événements. Pour les trous noirs stellaires massifs, ce rayonnement est si infinitésimalement faible qu'il n'a jamais pu être détecté, mais
pour un trou noir primordial de quelques masses terrestres, il serait théoriquement plus intense et potentiellement détectable par des instruments suffisamment sensibles. Et certains chercheurs ont proposé que James Webb MIRI pourrait, dans certaines conditions, détecter le signal de rayonnement de Hawking d'un tel objet. Cette idée a généré une excitation réelle dans une partie de la communauté. Est-ce que le sursaut de production de particules autour du trou noir, un phénomène lié à l'accrétion de matière interstellaire, pourrait produire une signature infrarouge détectable? C'est une question ouverte, et je la pose vraiment comme telle. Mais voilà ce qui est important dans le contexte des données actuelles. L'objet détecté par JWST dans les données dont je t'ai parlé correspond bien mieux au profil d'une planète glacée. La signature infrarouge est cohérente avec un corps froid composé de glace, émettant principalement à des longueurs d'onde bien définies. Ce n'est pas la signature d'un trou noir primordial qui produirait un spectre d'émission très différent, ce qui ne tue pas complètement la théorie du trou noir. Ça veut juste dire que cet objet particulier n'en est peut-être pas un. Mais il reste théoriquement possible qu'un trou noir primordial rôde quelque part dans le système solaire lointain, dans une autre direction, à une autre distance, sans que JWST l'ait encore détecté. J'y pense parfois, vraiment. Un trou noir microscopique qui flotte à quelques centaines d'unités astronomiques du Soleil depuis des milliards d'années. Silencieux, invisible à toutes nos observations passées, juste là, c'est soit la chose la plus effrayante, soit la plus fascinante que j'ai jamais imaginée. Peut être les deux en même temps. Il y a un autre aspect de cette histoire que je n'ai pas encore évoqué, et qui me semble crucial pour comprendre l'ampleur de ce moment. L'impact potentiel de la confirmation de la planète 9 sur la question de la vie dans l'univers, je sais, le lien peut paraître indirect. Mais suis-moi une seconde. Depuis des décennies, l'astrobiologie, la science de la recherche de la vie, ailleurs dans l'univers, s'est développée avec une question centrale. Quelles conditions sont nécessaires pour permettre à la vie d'apparaître et de se maintenir sur une planète? L'une des hypothèses qui a longtemps eu la cote, c'est ce qu'on appelle le modèle du Jupiter en tant que gardien. L'idée, c'est que Jupiter, avec sa masse gigantesque, environ 310 à 8 fois celle de la Terre, joue dans notre système solaire le rôle d'un bouclier gravitationnel. Il dévie ou capture une grande partie des astéroïdes et des comètes qui pourraient autrement bombarder la Terre de façon catastrophique. Ce bombardement réduit permettrait à la vie de se développer sur Terre avec suffisamment de stabilité pour atteindre la complexité. Si Jupiter n'était pas là, la Terre recevrait beaucoup plus d'impact, rendant la biosphère beaucoup plus instable. Donc, dans ce modèle, les systèmes stellaires avec une géante gazeuse à la bonne distance sont des candidats plus favorables pour abriter des planètes habitables. Mais ce modèle est nuancé par la présence de la planète 9. Parce que si la planète 9 a été éjectée vers les confins du système solaire lors de la grande instabilité dynamique des premiers 100 millions d'années, ça implique que notre système solaire a traversé une période de turbulence extraordinaire. Et pendant cette turbulence, des quantités massives de planétésimaux et de comètes ont été envoyées dans toutes les directions, y compris vers l'intérieur du système solaire, y compris vers la Terre. Et voilà où ça devient vraiment intéressant. Certains de ces projectiles cométaires, composés de glace, de molécules organiques, d'acides aminés formés dans les nuages moléculaires interstellaires, ont percuté la Terre et ils ont apporté quelque chose, de l'eau. Des précurseurs organiques peuvent être les briques élémentaires de la chimie prébiotique qui a finalement donné naissance à la vie. La planète 9, dans ce scénario, n'est pas seulement une curiosité astronomique. Elle n'est pas seulement la planète manquante de notre catalogue. Elle serait peut-être l'un des acteurs indirects, mais fondamental, de l'apparition de la vie sur Terre. L'exilé qui, en partant vers l'obscurité, a peu être ensemencé notre monde. Je reconnais que c'est spéculatif, la chaîne causale est longue, l'idée centrale, c'est celle-ci. Notre image du cosmos est nécessairement filtrée par les instruments qu'on utilise pour observer, et ces instruments ont des limites, des angles morts,
des gammes de fréquences qui ne couvrent pas, des sensibilités insuffisantes pour certains signaux, ce qui veut dire qu'on ne voit jamais l'univers tel qu'il est, on voit l'univers tel que nos instruments sont capables de le voir, et la planète 9 est l'illustration parfaite de cette réalité. On n'a pas raté la planète 9 parce qu'on ne cherchait pas, on ne l'a pas trouvée parce qu'on cherchait avec les mauvais outils, dans les mauvaises longueurs d'onde, avec une sensibilité insuffisante. Et pendant des décennies, son absence de nos catalogues a été interprétée comme une preuve de son inexistence, alors qu'elle était peu être là, froide, silencieuse, attendant qu'on invente l'outil capable de la voir. Et ça soulève une question qui, franchement, me donne le vertige chaque fois que j'y pense sérieusement. Combien d'autres choses sommes-nous en train de rater, en ce moment même, dans notre propre système solaire, pour ne même pas parler de l'univers plus large, simplement parce qu'on ne regarde pas dans les bonnes longueurs d'onde, avec la bonne sensibilité. Certains calculs suggèrent qu'il pourrait exister plusieurs dizaines d'objets de la taille de la Lune ou plus, au-delà de la ceinture de Kuiper, non encore découverts. Pas à des distances astronomiques, à quelques dizaines d'unités astronomiques, des lunes orphelines, éjectées par des perturbations gravitationnelles anciennes, orbitant dans les confins du système solaire. On voyage dans notre propre voisinage cosmique, avec des cartes incomplètes, et on ne le sait pas pleinement. C'est humiliant et c'est absolument fascinant. Mais maintenant, la vraie question que tout le monde se pose. Qu'est-ce qui se passe après? Quelle est la suite de l'histoire? Plusieurs fils se déroulent en parallèle. En ce moment précis, le premier et le plus immédiat, les observations de suivi avec James Webb lui-même. Des demandes de temps d'observation supplémentaires ont été soumises par plusieurs équipes indépendantes. L'objectif est d'obtenir des images de la même région du ciel avec encore plus de précision, séparées par une période plus longue, permettant de mesurer le mouvement avec beaucoup moins d'incertitude. Si l'objet est bien à 5 cents unités astronomiques et en mouvement orbital cohérent, les nouvelles images devraient montrer un déplacement encore plus net. Et le spectre plus précis permettra d'affiner la composition estimée. Le deuxième fil, la collaboration avec ALMA, le réseau de radiotélescopes de l'Atacama au Chili, le télescope le plus puissant au monde dans les longueurs d'onde submillimétriques, peut faire quelque chose que James Webb ne peut pas. Mesurer le rayonnement à des longueurs d'onde encore plus longues. Et à ces longueurs d'onde, la distinction entre un gros objet lointain et un objet plus petit plus proche devient beaucoup plus nette. ALMA pourrait résoudre l'ambiguïté fondamentale. Gros et loin, ou petit et proche. Le troisième fil, et c'est celui qui m'excite, peut être le plus le Vera Rubin Observatory. Ce télescope géant, en construction au Chili sur le Cerro Pachón, est l'un des projets astronomiques les plus ambitieux jamais entrepris. Son programme phare, le Legacy Survey of Space and Time, va photographier tout le ciel austral visible des milliards d'objets toutes les quelques nuits. Pendant 10 ans, avec une caméra de 3 milliards 200 millions de pixels, la plus grande caméra astronomique jamais construite. Et 10 ans de photos systématiques du même ciel, c'est une chose extraordinaire pour la détection d'objets en mouvement. Parce que, en comparant les images de la même région du ciel prises à des semaines, des mois, des années d'intervalle, tout ce qui se déplace se révèle, tout ce qui change. Planètes, astéroïdes, comètes et planètes cachées. Les simulations montrent que si la planète 9 est dans la zone de couverture du Rubin Observatory et les probabilités sont favorables, le programme LSST devrait la détecter dans les premières années. Peut-être même dans la première année. Ce qui signifie quelque chose de très concret et très proche. La question de l'existence de la planète 9 pourrait être définitivement tranchée, dans un sens ou dans l'autre, d'ici 2027 ou 2028. 2 ou 3 ans, à l'échelle de la recherche astronomique, c'est demain. Et si la réponse est oui, si dans 2 ou 3 ans, une annonce officielle, vérifiée, validée par plusieurs équipes indépendantes confirme l'existence de la planète 9, qu'est-ce qui change? Je veux prendre un moment pour vraiment réfléchir à ça, pas juste en termes de c'est cool, on a une 9e planète, mais en termes de ce que ça dit vraiment sur notre rapport au cosmos. Premièrement, ça change notre modèle du système solaire, fondamentalement. On revient de 8 planètes à 9, oui, mais plus important,
ça confirme que notre système solaire ressemble bien plus aux autres systèmes planétaires qu'on l'avait cru. Parce que la mini-Neptune est le type de planète le plus courant dans la galaxie. Et notre système solaire aurait la sienne cachée dans l'obscurité. Deuxièmement, ça valide une façon de faire de la science. La méthode de Batygin et Brown inférait l'existence d'un objet non observé à partir de ses effets gravitationnels sur d'autres objets observés, et la même méthode qui a permis de découvrir Neptune en 1846. Urbain Le Verrier, un mathématicien français, avait calculé la position d'une planète inconnue à partir des anomalies dans l'orbite d'Uranus. Et quand les observateurs ont pointé leur télescope à l'endroit indiqué par ces calculs, ils ont trouvé Neptune. Le triomphe des maths sur l'observation directe. Si la planète 9 est confirmée, ce sera le même type de triomphe. Et ça validera l'usage de la dynamique gravitationnelle comme outil de découverte planétaire dans des systèmes planétaires extrasolaires également. Troisièmement, ça ouvre une question immense sur ce qu'il y a encore à trouver. Si on peut rater une planète entière dans notre propre système solaire, qu'est-ce qu'on rate dans les systèmes planétaires d'autres étoiles? Combien de planètes cachées dans des orbites lointaines existent là-bas, invisibles à nos instruments actuels? Et quatrièmement, j'y reviens une dernière fois, parce que c'est important, ça change notre narration sur la vie dans l'univers. Ça rajoute un acteur dans l'histoire de la Terre, un acteur lointain, froid, invisible, mais peut-être crucial. Je veux te raconter une petite histoire, une anecdote qui m'a vraiment touché quand je l'ai découverte en préparant cette vidéo. Clyde Tombaugh, le jeune homme qui a découvert Pluton en 1930, a vécu suffisamment longtemps pour voir son découverte être reclassifiée en planète naine en 2006. Non, attends. Il est mort en 1997, donc il n'a pas vu ça. Mais peu importe, ce que je voulais dire, c'est quelque chose de différent. Tombaugh a passé des décennies après la découverte de Pluton à chercher d'autres objets dans le système solaire lointain. Il n'en a pas trouvé de majeur. Et vers la fin de sa vie, il a dit quelque chose de beau et d'un peu mélancolique. Il a dit, en substance, que le système solaire avait encore des secrets, que les confins au-delà de Pluton étaient largement inconnus et qu'il espérait que les générations futures auraient des instruments suffisamment puissants pour explorer ces régions correctement. Il avait raison. Et une partie de moi pense que s'il voyait les données de James Webb aujourd'hui, si cet homme qui a passé des années à clignoter des plaques photographiques dans un observatoire poussiéreux pouvait voir ce que MIRI est capable de détecter, il sourirait, non pas parce que on aurait trouvé quelque chose qu'il n'avait pas pu trouver, l'ironie de l'histoire, c'est que peut être Tombaugh à chercher la planète 9 sans le savoir, parmi ces milliers de plaques photographiques, sans avoir la sensibilité pour la détecter. Mais parce que la science avance, toujours, même quand elle semble stagner. Et les questions que se posait Lowell en 1910, que Tombaugh poursuivait en 1930, que Batygin et Brown ont reformulé en 2016, ces questions ont des réponses. Peut être. Bientôt, il y a quelque chose qui me frappe dans cette histoire, à un niveau plus profond encore. On parle beaucoup de l'univers observable, de l'univers qu'on peut voir, mesurer, cartographier avec nos instruments. Et la physique moderne nous a déjà appris quelque chose de vertigineux. Cet univers observable ne représente qu'une fraction de ce qui existe. La matière ordinaire, planètes, étoiles, galaxies, gaz, interstellaires, poussière cosmique, tout ce qu'on peut voir ou détecter directement représente environ 5% du contenu total de l'univers. 5%. Le reste, environ 27% de matière noire, une substance ou un ensemble de phénomènes que nous ne comprenons pas et ne pouvons pas voir directement, dont nous inférons l'existence uniquement par ses effets gravitationnels sur la matière ordinaire. Et environ 68% d'énergie noire, une autre mystère encore plus profond, responsable de l'accélération de l'expansion de l'univers. 95% de l'univers est fait de choses qu'on ne comprend pas. Et on avait encore raté une planète dans notre propre arrière-cour. Ça relativise, non? La planète 9
dans ce contexte, n'est pas juste une planète cachée. Elle est le symbole de quelque chose de plus large, de la part d'ombre de notre connaissance, de l'espace entre ce qu'on croit savoir et ce qui est vraiment là. Et curieusement, plutôt que de me décourager, ça m'émerveille, parce que ça veut dire qu'il reste des choses à découvrir. Énormément de choses. Dans notre propre système solaire, dans notre propre galaxie, dans l'univers. On n'est pas au bout du voyage. On est peu être au début. Laisse-moi te parler de ce que les prochaines années vont probablement ressembler pour la recherche de la planète 9. Parce que je pense que c'est une période exceptionnelle et qu'on a de la chance de la vivre. Les observations de suivi avec JWST vont être cruciales dans les 6 à 10 à 8 prochains mois. Si l'objet candidat est confirmé, si son mouvement est précisément mesuré sur plusieurs nouvelles observations, si son spectre est affiné et confirme une composition de planètes glacées, alors la communauté scientifique commencera vraiment à parler de découverte. Pas de candidat, de découverte. Et là, d'autres instruments vont s'y mettre. Le Very Large Telescope de l'ESO au Chili, le Keck Observatory à Hawaï, et bientôt le Extremely Large Telescope, le LT, dont le miroir principal fera 39 mètres de diamètre. 39 mètres. Pour comparaison, le miroir du Very Large Telescope est de 8 mètres 20. Celui de Hubble est de 2 mètres 4. Celui de James Webb, 6 mètres 5. L'LT va être d'une puissance qui dépasse l'imagination. Et si la planète 9 est confirmée, l'ELT dont les premières observations scientifiques sont prévues aux alentours de 2028 pourra peut-être obtenir une image réelle, directe, résolue de la planète 9. Pas un point lumineux qui bouge. Une image où l'on pourrait voir sa forme, mesurer précisément sa taille, peut être détecter des détails de surface ou d'atmosphère. La première image directe d'une planète du système solaire jamais vue auparavant, c'est quelque chose qui n'est arrivé qu'une poignée de fois dans l'histoire de l'astronomie. Uranus, découverte au télescope par William Herschel en 1781. La première planète découverte à l'aide d'un instrument optique. Neptune, trouvé en 1846, exactement là où le verrier indiquait. Pluton, trouvé par Tombaugh en 1930. Et maintenant, peut-être la planète 9, trouvée par James Webb en 2024. Confirmée peut-être d'ici 2027 ou 2028. On serait les contemporains de ce moment-là. Mais je veux finir cette vidéo sur quelque chose qui n'est ni scientifique ni technique. Quelque chose de plus difficile à mesurer et peut-être pour ça plus important. Je veux te parler de ce que ça fait vraiment, humainement, profondément de vivre dans une époque où ce type de découverte est possible. On vit à une époque particulière, une époque où, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on a les instruments pour voir au-delà de ce que l'œil nu peut percevoir dans des gammes de l'univers électromagnétique que nos sens ne capturent pas naturellement, où des algorithmes analysent des milliards de points de données à la recherche de signaux infimes, où un télescope spatial à 1 500 000 km de la Terre peut détecter la chaleur résiduelle d'un objet à 500 fois la distance Terre-Soleil. Et en même temps, on vit dans une époque de doute, de remise en question, d'incertitude profonde sur l'avenir. Et il y a quelque chose dans cette histoire, dans l'histoire de la planète 9, dans l'histoire de cette quête qui dure depuis plus d'1 siècle, dans l'histoire de tous ces scientifiques qui ont cherché, échoué, été ridiculisés et recommencé. Il y a quelque chose de profondément humain et profondément réconfortant. La science continue, même quand elle patauge, même quand les faux positifs s'accumulent, même quand les critiques sont dures, même quand les réponses semblent toujours hors de portée. La science continue et parfois elle trouve peut-être. Et il y a un dernier détail, un seul, que j'ai gardé pour la fin. Quelque chose que personne n'a mentionné dans les analyses du préprint que j'ai lu. Si la planète 9 est confirmée à environ 500 unités astronomiques, avec une orbite très allongée qui l'amène périodiquement à 300 unités astronomiques au périhélie, et si sa période orbitale est d'environ 10 000 à 15 000 ans, alors on peut calculer grossièrement,
les marges d'erreur sont encore larges, à quel moment cette planète était au périhélie pour la dernière fois. C'est à dire au point le plus proche du Soleil dans son orbite. Et ce calcul donne un résultat troublant. Le dernier périhélie de la planète 9 aurait eu lieu il y a environ 7000 à 12 000 ans, soit entre 5000 avant notre ère et 10 000 avant notre ère. C'est l'ère néolithique, le début de l'agriculture, les premières civilisations, la fin de la dernière grande période glaciaire, et dans 7 à 12 000 ans, elle passera à nouveau à son point le plus proche. Mais ça, c'est dans le futur. Ce qui est fascinant, c'est l'idée que la dernière fois que cette planète était aussi proche du Soleil, l'humanité venait à peine de découvrir l'agriculture. On construisait les premiers villages, on domestiquait les premiers animaux. On regardait le ciel avec nos seuls yeux et on ne savait pas encore ce qu'on cherchait. Et maintenant, avec nos yeux d'or et d'infrarouge, avec nos miroirs de 6 mètres en orbite autour du Soleil, on voit, peut-être, pour la première fois, ce qui a toujours été là. Il y a quelques semaines, quelque chose a bougé dans les données du James Webb Space Telescope, un signal froid, infrarouge. Presque rien dans l'immensité des données brutes, mais peut-être le début de quelque chose d'immense. Les observations de suivi vont être réalisées, les arguments vont être débattus, les modèles vont être raffinés, contestés, affinés encore, des équipes vont confirmer ou infirmer, la vérité va émerger progressivement, comme elle émerge toujours en science, non pas dans un éclair unique, mais dans une accumulation patiente de preuves convergeant vers une conclusion. Et dans 2 ans ou 3 ans, ou peut-être 5 ans, on aura une réponse. Mais pour l'instant, ce qui m'obsède, ce n'est pas tant de savoir si la planète 9 existe. Ce qui m'obsède, c'est l'idée qu'elle pourrait avoir toujours été là. Depuis 4,5 milliards d'années, depuis bien avant que la Terre refroidisse suffisamment pour que la vie apparaisse, depuis avant les dinosaures, avant les premières bactéries, depuis le premier moment de l'existence du système solaire, silencieuse, froide, invisible, à 500 fois la distance Terre-Soleil de nous. Dans notre propre famille planétaire, et qu'on ne l'aurait pas vue parce qu'on ne regardait pas au bon endroit, avec les bons yeux. Et ça me pose une question que je ne peux pas répondre, que personne ne peut répondre. Si on a raté une planète entière dans notre propre système solaire, qu'est-ce qu'on rate d'autre? Là, maintenant, à cet instant précis, dans l'univers plus large, qu'est-ce qui existe dans l'obscurité qui nous étudie peut-être, qui nous observe peut-être, avec des instruments qu'on ne peut même pas imaginer encore? Qu'est-ce qui est là que nos instruments actuels sont incapables de voir? Je n'ai pas de réponse. Personne n'en a. Mais je sais que dans quelques mois, James Webb va pointer à nouveau ses miroirs dorés vers cette petite région du ciel. Dans les profondeurs de la constellation de l'Orion, ou des Poissons, ou du Bélier, la position précise reste encore à publier dans l'article final. Et ces miroirs vont capter quelques photons infrarouges supplémentaires. Des photons qui ont voyagé pendant des heures à la vitesse de la lumière, depuis un objet froid et obscur à des centaines d'unités astronomiques. Et quelqu'un, dans une salle quelque part dans le monde, entouré de tasses de café et d'écrans remplis de courbes et de données, va regarder les nouvelles images. Et peut-être il y aura dans cette salle un moment de silence, un moment où personne ne dit rien, où tout le monde retient son souffle en même temps, parce que l'objet est toujours là, et qu'il a bougé, à nouveau, exactement comme prévu. Et ce silence-là, ce souffle collectif retenu, ce sera le début d'une histoire qui n'est pas encore finie, qui vient à peine de commencer, et toi et moi, on est en train de la vivre. Ensemble, il y a quelque chose qui me frappe dans cette histoire, à un niveau plus profond encore. On parle beaucoup de l'univers observable, de l'univers qu'on peut voir, mesurer, cartographier avec nos instruments. Et la physique moderne nous a déjà appris quelque chose de vertigineux. Cet univers observable ne représente qu'une fraction de ce qui existe. La matière ordinaire, planètes, étoiles, galaxies, gaz interstellaires, poussière cosmique, tout ce qu'on peut voir ou détecter directement représente environ 5%
du contenu total de l'univers. 5%. Le reste, environ 27% de matière noire, une substance ou un ensemble de phénomènes que nous ne comprenons pas et ne pouvons pas voir directement, dont nous inférons l'existence uniquement par ses effets gravitationnels sur la matière ordinaire. Et environ 68% d'énergie noire, un autre mystère encore plus profond, responsable de l'accélération de l'expansion de l'univers. 95% de l'univers est fait de choses qu'on ne comprend pas. Et on avait encore raté une planète dans notre propre arrière-cour. Ça relativise, non? La planète 9, dans ce contexte, n'est pas juste une planète cachée. Elle est le symbole de quelque chose de plus large, de la part d'ombre de notre connaissance, de l'espace entre ce qu'on croit savoir et ce qui est vraiment là. Et curieusement, plutôt que de me décourager, ça m'émerveille, parce que ça veut dire qu'il reste des choses à découvrir. Énormément de choses dans notre propre système solaire, dans notre propre galaxie, dans l'univers. On n'est pas au bout du voyage. On est peut être au début. Laisse-moi te parler de ce que les prochaines années vont probablement ressembler pour la recherche de la planète 9. Parce que je pense que c'est une période exceptionnelle et qu'on a de la chance de la vivre. Les observations de suivi avec JWST vont être cruciales dans les 6 à 10 à 8 prochains mois. Si l'objet candidat est confirmé, si son mouvement est précisément mesuré sur plusieurs nouvelles observations, si son spectre est affiné et confirme une composition de planètes glacées, alors la communauté scientifique commencera vraiment à parler de découverte, pas de candidat, de découverte. Et là, d'autres instruments vont s'y mettre. Le Very Large Telescope de l'ESO au Chili, le Keck Observatory à Hawaï, et bientôt le Extremely Large Telescope, l'ELT, dont le miroir principal fera 39 mètres de diamètre, 39 mètres. Pour comparaison, le miroir du Very Large Telescope est de 8 mètres 20, celui de Hubble est de 2 mètres 4, celui de James Webb 6 mètres 5. L'ELT va être d'une puissance qui dépasse l'imagination. Et si la planète 9 est confirmée, l'ELT, dont les premières observations scientifiques sont prévues aux alentours de 2028, pourra peut-être obtenir une image réelle, directe, résolue de la planète 9. Pas un point lumineux qui bouge. Une image où l'on pourrait voir sa forme, mesurer précisément sa taille, peut être détectée des détails de surface ou d'atmosphère. La première image directe d'une planète du système solaire jamais vue auparavant. C'est quelque chose qui n'est arrivé qu'une poignée de fois dans l'histoire de l'astronomie. Uranus, découverte au télescope par William Herschel en 1780, et la première planète découverte à l'aide d'un instrument optique. Neptune, trouvé en 1846, exactement là où le verrier indiquait. Pluton, trouvé par Tombaugh en 1930. Et maintenant, peut-être la planète 9, trouvée par James Webb en 2024, confirmée peut-être d'ici 2027 ou 2028. On serait les contemporains de ce moment-là. Mais je veux finir cette vidéo sur quelque chose qui n'est ni scientifique ni technique. Quelque chose de plus difficile à mesurer et peut-être pour ça plus important. Je veux te parler de ce que ça fait vraiment, humainement, profondément, de vivre dans une époque où ce type de découverte est possible. On vit à une époque particulière. Une époque où, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on a les instruments pour voir au-delà de ce que l'œil nu peut percevoir dans des gammes de l'univers électromagnétique que nos sens ne capturent pas naturellement. Où des algorithmes analysent des milliards de points de données à la recherche de signaux infimes. Où un télescope spatial à 1 500 000 km de la Terre peut détecter la chaleur résiduelle d'un objet à 500 fois la distance Terre-Soleil. Et en même temps, on vit dans une époque de doute, de remise en question, d'incertitude profonde sur l'avenir. Et il y a quelque chose dans cette histoire, dans l'histoire de la planète 9, dans l'histoire de cette quête qui dure depuis plus d'un siècle, dans l'histoire de tous ces scientifiques qui ont cherché, échoué, été ridiculisés et recommencé. Il y a quelque chose de
profondément humain et profondément réconfortant. La science continue, même quand elle patauge, même quand les faux positifs s'accumulent, même quand les critiques sont dures, même quand les réponses semblent toujours hors de portée. La science continue. Et parfois, elle trouve, peut-être. Et il y a un dernier détail, un seul, que j'ai gardé pour la fin. Quelque chose que personne n'a mentionné dans les analyses du préprint, que j'ai lu. Si la planète 9 est confirmée à environ 500 unités astronomiques, avec une orbite très allongée qui l'amène périodiquement à 300 unités astronomiques au périhélie, et si sa période orbitale est d'environ 10 000 à 15 000 ans, alors on peut calculer grossièrement, les marges d'erreur sont encore larges à quel moment cette planète était au périhélie pour la dernière fois. C'est à dire au point le plus proche du Soleil dans son orbite. Et ce calcul donne un résultat troublant. Le dernier périhélie de la planète 9 aurait eu lieu il y a environ 7 000 à 12 000 ans, soit entre 5 000 avant notre ère et 10 000 avant notre ère. C'est l'ère néolithique, le début de l'agriculture, les premières civilisations, la fin de la dernière grande période glaciaire. Et dans 7 à 12 000 ans, elle passera à nouveau à son point le plus proche. Mais ça, c'est dans le futur. Ce qui est fascinant, c'est l'idée que la dernière fois que cette planète était aussi proche du Soleil, l'humanité venait à peine de découvrir l'agriculture. On construisait les premiers villages, on domestiquait les premiers animaux, on regardait le ciel avec nos seuls yeux, et on ne savait pas encore ce qu'on cherchait. Et maintenant, avec nos yeux d'or et d'infrarouge, avec nos miroirs de 6 mètres en orbite autour du Soleil, on voit peut-être pour la première fois ce qui a toujours été là. Il y a quelques semaines, quelque chose a bougé dans les données du James Webb Space Telescope. Un signal froid, infrarouge, presque rien dans l'immensité des données brutes. Mais peut-être le début de quelque chose d'immense. Les observations de suivi vont être réalisées, les arguments vont être débattus, les modèles vont être raffinés, contestés, affinés encore, des équipes vont confirmer ou infirmer, la vérité va émerger, progressivement, comme elle émerge toujours en science, non pas dans un éclair unique, mais dans une accumulation patiente de preuves convergeant vers une conclusion. Et dans 2 ans, ou 3 ans, ou peut-être 5 ans, on aura une réponse. Mais pour l'instant, ce qui m'obsède, ce n'est pas tant de savoir si la planète 9 existe. Ce qui m'obsède, c'est l'idée qu'elle pourrait avoir toujours été là. Depuis 4,5 milliards d'années, depuis bien avant que la Terre refroidisse suffisamment pour que la vie apparaisse. Depuis avant les dinosaures, avant les premières bactéries, depuis le premier moment de l'existence du système solaire, silencieuse, froide, invisible. À 500 fois la distance Terre-Soleil de nous, dans notre propre famille planétaire, et qu'on ne l'aurait pas vue, parce qu'on ne regardait pas au bon endroit, avec les bons yeux, et ça me pose une question que je ne peux pas répondre, que personne ne peut répondre. Si on a raté une planète entière dans notre propre système solaire, qu'est-ce qu'on rate d'autre, là, maintenant, à cet instant précis, dans l'univers plus large? Qu'est-ce qui existe dans l'obscurité, qui nous étudie peut-être, qui nous observe peut-être, avec des instruments qu'on ne peut même pas imaginer encore? Qu'est-ce qui est là que nos instruments actuels sont incapables de voir? Je n'ai pas de réponse. Personne n'en a. Mais je sais que dans quelques mois, James Webb va pointer à nouveau ses miroirs dorés vers cette petite région du ciel. Dans les profondeurs de la constellation de l'Orion, ou des Poissons, ou du Bélier, la position précise reste encore à publier dans l'article final. Et ces miroirs vont capter quelques photons infrarouges supplémentaires, des photons qui ont voyagé pendant des heures à la vitesse de la lumière, depuis un objet froid et obscur à des centaines d'unités astronomiques. Et quelqu'un, dans une salle, quelque part dans le monde, entouré de tasses de café et d'écrans remplis de courbes et de données, va regarder les nouvelles images. Et peut-être il y aura dans cette salle un moment de silence, un moment où personne ne dit rien, où tout le monde retient son souffle en même temps, parce que l'objet est toujours là, et qu'il a bougé, à nouveau, exactement comme prévu. Et ce silence-là, ce souffle collectif retenu, ce sera le début d'une histoire qui n'est pas encore finie, qui vient à peine de commencer. Et toi et moi, on est en train de la vivre, ensemble.